bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les terres qui correspondent aujourd'hui à l'Iran ont été le foyer de sociétés humaines depuis des millénaires, bien avant l'émergence de la civilisation perse remarquable. Cette région, située à la croisée des chemins entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient, a vu se succéder de nombreuses cultures, chacune apportant sa pierre à l'édifice d'une histoire complexe. Dès le néolithique, des communautés agricoles s'établissent le long des cours d'eau, tirant profit de ces ressources pour développer des modes de vie sédentaires. L'apparition des premières cités et royaumes marque un tournant décisif vers l'organisation sociale et politique. Ces entités, souvent structurées autour de dynasties, ont favorisé l'émergence d'une culture commune qui prendra racine dans les siècles suivants. Parmi les plus anciens peuples de la région, on trouve les Élamites, dont le royaume prospéra aux alentours du 3e millénaire avant notre ère. Leur influence s'exerça notamment dans l'administration et les arts, grâce à une écriture développée qui précède celle des Perses. Progressivement, les alentours de la Perse ancienne s'organisèrent en une mosaïque de peuples diversifiés, englobant aussi bien des groupes nomades que des populations urbanisées. Ces interactions ont favorisé la diffusion des techniques agricoles, des innovations artisanales, ainsi que des connaissances astronomiques et mathématiques. Le sol fertile de la plaine de Mésopotamie, voisin d'importantes régions iraniennes, contribua activement à ces échanges culturels et économiques. Au cours du 1er millénaire avant notre ère, une tendance se dessine, la création d'États puissants capables de rivaliser avec leurs voisins. C'est dans ce contexte que les Perses, originaires de la région du Fars, émergent progressivement comme un pouvoir majeur. Leur langue, le vieux perse, s'impose dans les inscriptions monumentales, témoignage durable d'une volonté politique centralisée et d'une identité forte. L'épopée de l'empire achéménide, fondé par Cyrus le Grand au VIe siècle avant notre ère, incarne cette étape cruciale. Étendu sur un territoire vaste, il réunit sous un seul sceptre divers peuples et cultures, tout en adoptant une politique de tolérance religieuse et culturelle novatrice. Cette administration organisée et centralisée facilitait la cohésion d'un empire comprenant aujourd'hui plusieurs pays contemporains. Les innovations infrastructurelles, telles que les routes royales, contribuaient à la communication et au commerce. L'héritage de cette période est multiple. Sur le plan politique, il a introduit des notions de gouvernance qui influenceront les systèmes ultérieurs. Au plan culturel, l'art achéménide, mêlant inspiration locale et influences étrangères, se manifeste par la richesse des bas-reliefs et des sculptures. De plus, les textes historiques, notamment ceux de Hérodote, bien que parfois subjectifs, offrent des pistes précieuses pour la compréhension de cette époque. Après la chute de l'Empire perse face à Alexandre le Grand, la région subit d'importants bouleversements qui n'altèrent toutefois pas son rôle central dans l'histoire. Les dynasties qui suivent, notamment les Parthes et les Sassanides, perpétuent l'héritage antique tout en développant une culture raffinée, marquée par une riche production littéraire et artistique. Ils renforcent également la structure étatique et militaire, sous l'influence du zoroastrisme, une religion ancienne aux valeurs dualistes. Le zoroastrisme, fondé par Zarathustra, joue un rôle de première importance en tant que système de croyance principal, jusque bien après la conquête islamique. Sa vision du monde moral, articulée autour du combat entre le bien et le mal, influence profondément la société perse. Ses festivités, rituels et symboles participent à l'identité culturelle, tout en coexistant avec des croyances plus anciennes ou venues d'ailleurs. La persistance de ces traditions pré-islamiques dans la conscience collective prépare le terrain à des transformations majeures qui auront lieu plus tard. L'Iran antique, avec ses institutions,
ses croyances et ses réalisations artistiques, apparaît ainsi comme un creuset dont la richesse dépasse largement les frontières temporelles. Il est essentiel de comprendre cette phase pour saisir les évolutions ultérieures qui mèneront à la modernité. L'influence de la Perse antique s'étend bien au-delà de son territoire originel par le biais du commerce, des conquêtes et des échanges intellectuels. La fameuse route de la soie, décrite avec insistance par les historiens, est à la fois un vecteur commercial et culturel qui favorise la diffusion des inventions, des idées philosophiques et des pratiques artistiques. Ce réseau permet à l'Iran de se connecter à des civilisations lointaines, telles que celles de la Chine ou de l'Inde. Par ailleurs, le patrimoine architectural laisse des traces remarquables, comme les ruines de Persépolis, qui témoignent de l'ingéniosité et du savoir-faire technique des anciens bâtisseurs. Ce site demeure un symbole puissant de la grandeur passée, captivant l'attention des voyageurs et des historiens à travers les siècles. La conservation de ces vestiges contribue à une meilleure compréhension du contexte politique et social de l'époque. Un aspect moins visible, mais tout aussi fondamental, concerne les avancées dans les domaines des sciences et des lettres. Les savants perses anciens ont apporté des contributions notables en astronomie, en médecine et en mathématiques, souvent en combinant leur savoir avec ceux hérités des civilisations voisines. Ces réalisations ont jeté les bases d'un savoir diffusé dans le monde islamique puis plus largement. Ainsi, la formation de la civilisation perse antique résulte d'un processus dynamique et complexe qui mêle innovation politique, évolution religieuse et échanges culturels. Cette période constitue le socle sur lequel reposent les développements ultérieurs, y compris la transition vers une nouvelle ère marquée par l'islam. Cet héritage ancien est toujours vivant dans les traditions et la culture actuelle de l'Iran. La compréhension de cette histoire profonde invite à mesurer l'importance des racines dans la construction des identités nationales. La persistance des traces historiques alimente un sentiment d'appartenance à une longue continuité, qui va bien au-delà des simples frontières contemporaines. C'est cette continuité qui sera à la fois remise en question et réinterprétée dans les temps modernes. Au fil de ce récit, la richesse et la diversité de la Perse antique apparaissent comme une source de connaissances précieuses. Elles permettent de mieux appréhender les transformations politiques et sociales qui s'annoncent, tout en offrant un éclairage sur les défis et les héritages que le présent continue de porter. Le voyage dans le temps se poursuit ainsi vers les étapes suivantes de cette histoire fascinante. L'Empire achéménide et l'émergence d'une puissance mondiale. L'histoire de l'un des premiers grands empires mondiaux commence avec la montée en puissance de la famille achéménide, notamment sous l'impulsion de Cyrus le Grand au milieu du VIe siècle avant notre ère. Cyrus réussit à unifier diverses tribus iraniennes et à créer un État centralisé capable de défier les puissances établies de l'époque. Son règne marque une étape décisive dans l'histoire de la région, ouvrant la voie à une expansion rapide et maîtrisée. L'importance de sa politique réside autant dans la conquête militaire que dans la manière dont il gère la diversité culturelle et ethnique de son empire. Sous son successeur Darius, l'empire achéménide atteint son apogée. Darius, doté d'un sens aigu de l'administration, instaure un système de satrapie. Chaque province est confiée à un gouverneur appelé satrape, responsable de la collecte des impôts et de la gestion locale, tout en étant soumis à un contrôle central. Cette organisation innovante permet d'assurer la stabilité sur un territoire gigantesque qui s'étend de l'Indus à l'Égypte et aux confins de la Grèce. Par ailleurs, Darius développe un réseau de routes facilitant la communication et le transport, illustré par la fameuse route royale reliant Suse à Sardes. Les conquêtes des Achéménides ne se limitent pas à l'expansion territoriale. Elles sont aussi accompagnées d'une reconnaissance du pluralisme religieux et culturel. Contrairement à d'autres empires, ceux-ci pratiquent une certaine tolérance religieuse, favorisant la paix sociale et la coopération entre les peuples soumis.
Le respect de cette diversité est attesté notamment dans la gestion des régions récemment conquises, où les traditions locales sont généralement maintenues. Lorsque l'on considère la politique économique, Darius institue une monnaie commune, facilitant les échanges au sein d'un marché vaste et prospère. Les réalisations architecturales témoignent également de la grandeur de cet empire. La construction de la capitale, Persépolis, symbolise la puissance et la sophistication des Achéménides. Ce site monumental, bâti sur des terrasses imposantes, intègre des influences artistiques variées, reflétant l'étendue culturelle du territoire. Chaque élément décoratif et chaque bas-relief font allusion aux diverses nations sous domination, célébrant leur intégration au sein d'une même entité politique. La volonté de Darius de promouvoir un empire uni transparaît dans l'harmonie de cette architecture. Un autre aspect remarquable de cette période est la mise en place d'un système juridique rigoureux. Darius se fonde sur un code de loi destiné à régler les différentes affaires internes et à assurer le bon fonctionnement de l'administration. Les lois promulguées harmonisent les pratiques locales tout en maintenant une autorité centrale forte. Ce cadre législatif contribue à renforcer la cohésion de l'empire et à limiter les conflits internes, élément essentiel pour la pérennité d'un territoire aussi vaste et diversifié. Malgré sa puissance, l'empire fait face à des défis constants. Les révoltes locales, notamment en Égypte ou en Mésopotamie, doivent être régulièrement maîtrisées. Ces soulèvements traduisent souvent des tensions entre l'autorité centrale et les particularismes régionaux. Toutefois, la rapidité et la rigueur de la réponse des autorités achéménides permettent dans l'ensemble de rétablir l'ordre efficacement. C'est cette capacité à conjuguer puissance militaire et flexibilité administrative qui distingue cet empire de ses contemporains. La politique extérieure est marquée par des relations diplomatiques complexes, notamment avec les cités grecques. Les confrontations directes, comme celles menant aux guerres médiques, révèlent les limites de l'expansion achéménide, mais également leur adaptation stratégique. Le refus d'une hégémonie totale sur la Grèce ne signifie pas un affaiblissement, mais plutôt une évolution des objectifs impériaux, cherchant à maintenir une influence indirecte durable tout en explorant de nouvelles alliances. Ces interactions auront un rôle crucial dans la dynamique politique de la région. Sous les rois achéménides, l'Empire développe aussi un corpus administratif sophistiqué. Les documents officiels, souvent rédigés en plusieurs langues comme le vieux perse, le babylonien et l'élamite, témoignent d'une volonté d'adresser l'ensemble des populations de manière adaptée. Cette utilisation plurilingue illustre non seulement la diversité du territoire, mais aussi la pragmatique capacité des dirigeants à gérer ces différences. Les archives retrouvées permettent de reconstituer le fonctionnement quotidien d'une administration déjà moderne dans ses méthodes. L'économie fait l'objet d'une attention particulière. La production agricole est encouragée par l'aménagement des terres et la construction de canaux d'irrigation, ce qui assure une meilleure productivité. Le commerce profite également d'une normalisation des poids et mesures, facilitant les échanges à longue distance. Les routes caravanières assurent la circulation des biens précieux tels que les textiles, les métaux ou les épices. Grâce à cette dynamique économique, l'Empire achéménide s'affirme comme un centre majeur du commerce intercontinental. La religion joue un rôle important dans la culture impériale. Le zoroastrisme, bien que non imposé uniformément, influence profondément les idées politiques et sociales. Ce système de croyance, centré sur la dualité entre le bien et le mal, inspire des valeurs telles que la justice et la responsabilité. Les souverains se présentent comme des protecteurs de ces principes, renforçant leur légitimité devant leurs sujets. Cette dimension spirituelle constitue un lien supplémentaire entre les diverses populations et la maison royale. L'héritage des Achéménides dépasse largement la durée de leur règne. Même après la conquête d'Alexandre le Grand, les institutions établies continuent d'influencer les régimes ultérieurs.
Le modèle d'un empire multiethnique, administré avec rigueur et respect des diversités, restera un exemple de gouvernance. L'histoire de la Perse, enrichie par cette période, forge les bases d'une identité nationale complexe et durable. C'est cette continuité qui permettra aux civilisations iraniennes de traverser les siècles. À mesure que le temps avance, de nouvelles dynasties émergent et modifient le paysage politique. La transition vers l'époque sassanide inaugure une étape différente, caractérisée par un renouveau culturel et religieux tout en conservant certains principes d'administration. Ce passage illustre la capacité de la région à se réinventer tout en gardant ses racines profondes. L'étude de l'empire achéménide reste ainsi essentielle pour comprendre les fondations de l'idée impériale en Iran. En somme, le récit de ces souverains et de leurs réalisations éclaire l'évolution d'une puissance ayant marqué l'histoire du monde ancien. La rigueur administrative, la diversité culturelle acceptée, l'ouverture économique et la richesse spirituelle constituent les piliers de cette grandeur. Ce tableau nous invite à réfléchir sur la manière dont les premières civilisations ont su créer des modèles durables et sophistiqués. Progressivement, cette histoire ouvre la voie vers les transformations majeures des siècles suivants que notre exploration continuera à dévoiler. La dynastie des Sassanides et la rivalité avec Rome. La dynastie sassanide marque une période majeure de l'histoire iranienne, s'étendant de la fin du IIIe siècle 731 de notre ère jusqu'au milieu du 7e siècle. Elle succède à l'empire parthe et se distingue par une volonté affirmée de restaurer l'héritage achéménide, à la fois sur les plans politiques, culturels et religieux. Fondée par Ardashir Ier, cette dynastie s'appuie sur une administration centralisée et un système impérial raffiné qui renforce son autorité sur un territoire vaste et diversifié. Les Sassanides développent une civilisation florissante où se mêlent innovation et tradition. Leur capitale, Ctésiphon, située sur les bords du Tigre, devient un centre majeur de pouvoir et de culture, rivalisant avec les grandes métropoles de l'époque. La langue officielle est le moyen perse, qui assure une cohésion linguistique et culturelle. Les arts, la littérature et la philosophie s'épanouissent sous leur règne, avec notamment une codification des textes religieux et historiques qui contribuent à la consolidation de l'identité perse. Le zoroastrisme prend une place essentielle dans la vie de cet empire. Religion d'État, il influence profondément la politique et la société. Les souverains se présentent comme les défenseurs de cette foi, promouvant un dualisme moral entre le bien et le mal, fondé sur les enseignements d'Ahriman et d'Ahura Mazda. Toutefois, la pratique religieuse ne se limite pas aux élites. Elle imprègne aussi la vie quotidienne de nombreux sujets, déterminant les rites, les fêtes et la structure sociale. La rivalité avec l'Empire romain, puis byzantin, constitue un axe central de cette époque. Fluctuante dans son intensité, cette confrontation se manifeste par une série de conflits armés récurrents, mais aussi par des échanges diplomatiques et culturels. Les Sassanides cherchent à étendre leur influence vers l'ouest, contrôlant ainsi les routes commerciales vitales entre l'Inde, la Chine et la Méditerranée. Les affrontements, notamment sous les règnes de Chosroès Ier et Seule II, sont marqués par des campagnes ambitieuses et des sièges longuement disputés. Ces guerres, bien que destructrices, ont des conséquences durables. Elles entraînent des changements dans l'organisation militaire, l'architecture défensive et la stratégie politique des deux empires. Par ailleurs, cette opposition renforcée autour des croyances religieuses révèle la complexité des identités au sein de ces grandes puissances. Les Sassanides placent le zoroastrisme au cœur de leur légitimité, alors que l'Empire romain chrétien consolide sa nouvelle religion dominante. L'importance culturelle de la dynastie sassanide se manifeste également par la préservation et la transmission des connaissances. Leur empire devient un carrefour d'échanges intellectuels, accueillant des philosophes, des médecins
et des érudits issus de différentes traditions. Ces savoirs seront en partie repris et enrichis plus tard dans le monde islamique, soulignant le rôle fondamental de cette période dans l'histoire globale du Moyen-Orient. La structure politique repose sur une hiérarchie strictement définie, avec le roi des rois au sommet, assisté par une administration complexe. Les gouverneurs provinciaux, les militaires et les religieux vont chacun jouer un rôle dans le maintien de l'ordre et la gouvernance du vaste empire. Ce système permet une gestion relativement efficace malgré la diversité ethnique et géographique du territoire, qui va des plaines mésopotamiennes aux montagnes iraniennes et aux régions frontalières de l'Asie centrale. La dynastie sassanide connaît plusieurs défis internes, notamment des guerres civiles, des révoltes locales ou des tensions religieuses. La coexistence de différentes communautés ethniques et religieuses, même si elle est souvent sous contrôle, donne lieu à des dynamiques complexes. Des minorités chrétiennes, juives ou manichéennes, vivent dans l'Empire, parfois protégées, parfois persécutées, selon les périodes et les souverains. Ces interactions reflètent la pluralité de la société sassanide. Paradoxalement, la période sassanide se clôt dans un contexte de profond bouleversement. L'effondrement de cet empire, face aux conquêtes arabes au milieu du 7e siècle, marque la fin d'un chapitre important de l'histoire iranienne. Pourtant, sa mémoire, son héritage religieux, artistique et politique continuent de façonner la région bien après la disparition du pouvoir sassanide. Cela prépare le terrain pour les développements majeurs qui suivront, notamment la montée de l'islam en Iran. À travers ses multiples facettes, cette époque illustre l'importance de la continuité et du changement dans le temps long de l'histoire perse. Elle témoigne d'une capacité à s'adapter tout en conservant un socle identitaire fort. Le souvenir des rois sassanides, de leurs guerres, de leur religion et de leurs réalisations reste un sujet central pour comprendre les transformations qui ont conduit jusqu'à la période islamique et, plus tard, aux dynamiques modernes de l'Iran. Ainsi, cette période s'impose comme un pont entre l'Antiquité et le Moyen Âge, offrant une riche matière pour l'analyse politique, sociale et religieuse. L'évocation de ces siècles permet d'appréhender la manière dont l'Iran s'est construit à travers ses défis et ses réussites, entre tradition et innovation, entre empire et foi. C'est un moment chargé de complexité, mais aussi de grandes avancées qui méritent d'être revisitées pour saisir les racines profondes de cette région. La transition vers l'époque islamique apportera son lot de changements, de ruptures, mais aussi de continuité, notamment dans l'organisation politique et religieuse. Cette transformation influencera durablement les orientations futures du pays, notamment avec l'apparition de nouvelles doctrines et institutions. Ce processus s'inscrit dans une histoire longue où chaque période constitue un maillon essentiel dans le développement de l'Iran. Au terme de cette phase sassanide, l'Iran est posé comme un acteur incontournable du Moyen-Orient, tant par sa puissance militaire que par son rayonnement culturel. Cette position occupe une place centrale dans la compréhension du devenir politique et religieux de la région. Les prémices de la nouvelle ère qui suivra s'y dessinent doucement, marquées par une adaptation profonde aux circonstances changeantes. Il convient donc d'aborder désormais la période suivante, celle des premiers siècles islamiques, pour observer comment l'Iran réagit face aux nouvelles dominations, comment il intègre ces nouveautés et en quoi il contribue à forger une identité renouvelée. Cette relecture historique entraîne une mise en perspective des permanences et des évolutions, ainsi qu'une meilleure compréhension des enjeux à venir. L'arrivée de l'islam et la transformation du paysage culturel. L'arrivée de l'islam a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la Perse, transformant profondément son paysage culturel, religieux et politique. Avant cette période, la Perse, connue sous le nom de Grande Perse, bénéficiait d'une civilisation riche et ancienne, avec des traditions profondément enracinées issues des Achéménides puis des Sassanides. La conquête musulmane, entamée au 7e siècle, a entraîné une nette modification dans les dynamiques de pouvoir,
tout en intégrant certains aspects des cultures antérieures. Ce passage n'a pas signifié une rupture totale, mais plutôt une transformation en couches successives, où de nombreux éléments préexistants coexistaient avec les nouveautés apportées par l'islam. La progression des armées arabes a d'abord permis l'effondrement rapide des structures sassanides, pourtant solides dans les décennies qui ont suivi la mort du prophète Mahomet. Ces conquêtes ont mené à l'instauration de la domination arabo-musulmane, avec la diffusion progressive de la foi islamique à travers la population perse. Ce processus s'est accompagné d'une adaptation culturelle subtile. La langue arabe a pris un rôle prédominant dans l'administration et la religion, mais le persan a continué d'être parlé, évoluant peu à peu vers ce que l'on appelle le moyen persan. Ainsi, la région n'a pas perdu son identité linguistique malgré l'imposition d'un nouvel ordre. Sur le plan religieux, la conversion à l'islam n'a pas été immédiate ni uniforme. La majorité des Perses provenaient de traditions zoroastriennes et manichéennes, ainsi que de diverses pratiques locales. Progressivement, la religion islamique s'est enracinée d'abord avec l'islam sunnite, bien que certains courants hétérodoxes et plus tard chiites se soient à la fois développés, allant jusqu'à devenir majoritaires dans la région au cours des siècles suivants. Cette implication religieuse a transformé les pratiques sociales et la culture, donnant notamment naissance à une riche tradition théologique et philosophique qui restera emblématique de la région. L'impact de l'islam ne se limite pas à la religion ou à la langue. Il a profondément influencé l'art, l'architecture et la pensée scientifique. Les premiers monuments islamiques en Perse témoignent de cette hybridation culturelle, combinant des motifs persans traditionnels à l'esthétique islamique naissante. Par exemple, les mosquées incorporent des formes de décoration que l'on retrouve dans les palais sassanides, tout en introduisant de nouveaux éléments comme l'usage abondant de la calligraphie arabe et des motifs géométriques complexes. Ces symboles artistiques traduisent un dialogue entre continuité et innovation. Politiquement, les structures de pouvoir ont évolué sous la nouvelle domination. Les califats ont remplacé l'empire sassanide, mais ont contacté et parfois intégré des élites perses. Ces dernières ont joué un rôle clé dans l'administration, la culture et la diffusion du savoir. De plus, la Perse a également connu des périodes d'autonomie relative et a vu apparaître des dynasties locales, comme les Bouyides, qui ont exercé une influence significative sur l'empire islamique. Ces réalités démontrent que la conquête arabe ne fut pas simplement une occupation, mais un mélange complexe d'influences mutuelles. La transmission du savoir a connu un essor remarquable sous l'influence islamique, notamment grâce à la traduction massive d'œuvres grecques, indiennes et persanes. Les savants perses ont joué un rôle de premier plan dans cette dynamique, en particulier dans des domaines comme la médecine, la philosophie, la mathématique et l'astronomie. La ville de Ispahan, entre autres, est devenue un centre intellectuel majeur, propice à l'échange des idées entre différentes disciplines. Cette effervescence scientifique s'inscrit dans la continuité d'une tradition antique tout en l'enrichissant par les apports islamiques. La poésie persane a également subi des mutations significatives, en se nourrissant à la fois de la littérature ancienne et des thèmes mystiques issus de la spiritualité islamique. Des figures littéraires comme Ferdowsi ont œuvré à préserver la langue et les traditions iraniennes par des œuvres majeures telles que le Shahnameh, un long poème épique racontant l'histoire mythique de la Perse. La poésie de cette époque a posé les bases d'une immense richesse culturelle qui restera une référence pour les générations futures, illustrant la persistance d'une identité nationale malgré le contexte changeant. L'évolution de la société persane après l'arrivée de l'islam montre une dynamique complexe entre héritage local et influence étrangère. La coexistence de plusieurs groupes religieux et ethniques a engendré une diversité culturelle remarquable, parfois source de tensions, mais souvent moteur d'enrichissement. L'islam a été interprété et pratiqué dans des variations régionales,
donnant naissance à une mosaïque de croyances et de pratiques au sein même de la Perse. Cette diversité a contribué à façonner un paysage culturel très riche, qui perdurera face aux bouleversements politiques futurs. Les changements dans la structure sociale ont aussi concerné les rôles et les statuts. Plusieurs élites persanes ont gagné en influence politique en adoptant ou en intégrant les préceptes islamiques, tout en préservant certains éléments de la tradition locale. Cette symbiose a permis une certaine stabilité dans la région, même si celle-ci fut parfois secouée par des conflits internes et des rivalités entre différentes factions au sein de l'islam lui-même. Le mélange d'éléments persans et arabes dans l'administration a contribué à forger les bases d'une bureaucratie sophistiquée. L'influence de l'islam a également modelé les rites et les pratiques quotidiennes, par exemple dans les modes de vie, la jurisprudence et les règles sociales. Toutefois, de nombreuses coutumes antérieures ont persisté, qu'il s'agisse des fêtes, des habitudes agricoles ou des célébrations. Cette endurance des traditions anciennes, sous un nouveau prisme religieux, illustre la capacité des sociétés humaines à intégrer le changement tout en maintenant un lien avec leur passé. L'Iran a ainsi développé une culture distincte, hybride et féconde. Avec le temps, cette transformation culturelle a préparé le terrain pour des évolutions majeures dans l'histoire iranienne, notamment avec l'émergence du chiisme comme religion d'État plusieurs siècles plus tard. Cette adoption a accompagné une réaffirmation identitaire forte, tout en modifiant profondément les équilibres régionaux. Les débuts de cette transition se retrouvent déjà à travers des pratiques et des discours religieux qui marquent une différence croissante avec le sunnisme dominant ailleurs dans le monde islamique. Les dynasties postérieures à la conquête islamique, telles que les Seldjoukides puis les Safavides, ont amplifié cette évolution culturelle en consolidant le pouvoir autour d'une identité à la fois islamique et profondément iranienne. Cette combinaison a jeté les bases de la souveraineté nationale et de la cohésion sociale, contribuant à forger un sentiment d'appartenance partagée. La splendeur architecturale et artistique de cette période témoigne également de cette richesse culturelle renouvelée. Avec ce panorama historique, on perçoit que l'arrivée de l'islam en Perse, loin d'effacer les héritages passés, les a transformés et enrichis. Cette hybridation a donné lieu à une civilisation riche, capable de s'adapter, d'innover et de résister aux enjeux venus d'autres horizons. Ce chemin de transformation a préparé la scène aux développements ultérieurs qui marqueront l'Iran des siècles suivants. La suite de cette histoire nous conduira progressivement vers des révolutions sociales et politiques qui redéfiniront une nouvelle fois le rôle et la place de l'Iran dans le monde. La période des califats et l'essor de la culture persane islamique. La période qui suit la conquête musulmane de la Perse s'illustre par des transformations profondes dans tous les domaines culturels, sociaux et religieux. Sous les califats omeyyades et abbassides, la Perse connaît une intégration progressive au sein du vaste empire islamique tout en conservant et renouvelant son identité à travers des apports majeurs. Cette époque, marquée par un équilibre entre tradition ancienne et innovation, favorise une renaissance culturelle qui aura un impact durable sur les contours du monde islamique. Les Arabes, en étendant leur influence, instaurent de nouveaux systèmes politiques et religieux. Cependant, la civilisation perse reste une force vive capable de s'adapter et de s'imposer. La langue et la culture persane reprennent vie et s'entremêlent avec l'arabe, créant un terreau fertile pour l'émergence de nouvelles formes d'expression intellectuelle et artistique. Ce métissage ouvre la voie à un âge d'or où science, littérature et philosophie parcourent un essor rarement égalé dans l'histoire. Sous le règne des califes omeyyades, la Perse fait partie intégrante de l'empire, mais conserve ses élites traditionnelles qui jouent un rôle essentiel dans l'administration et la transmission des savoirs. La centralisation à Damas facilite les échanges commerciaux et culturels, participant à la diffusion des arts et des lettres. Toutefois, c'est lors du califat abbasside que la Persia historique trouve un souffle nouveau. Le pouvoir est déplacé à Bagdad,
avec une volonté marquée d'intégrer les différentes composantes de la société islamique. Bagdad devient un centre intellectuel majeur, où la traduction des œuvres grecques, indiennes et perses se multiplie. Les savants persans contribuent de manière significative à ce mouvement, traduisant et enrichissant les connaissances dans divers domaines tels que les mathématiques, l'astronomie, la médecine et la philosophie. Cette efflorescence témoigne d'un véritable échange interculturel, propice à la naissance de disciplines scientifiques modernes. La littérature persane, quant à elle, entre dans une phase renouvelée avec l'adoption de la langue persane récemment arabisée. Le développement du style diwan, poésie en langue persane classique, s'impose comme un pilier culturel. De nombreux poètes célèbres commencent à se faire connaître, élaborant des œuvres où l'influence des traditions persanes anciennes se mélange aux idéaux ésotériques et mystiques du soufisme. Ces créations littéraires continueront par la suite à influencer profondément la culture moyen-orientale. Sur le plan religieux, l'islam chiite, longtemps marginalisé après la conquête arabe, gagne en visibilité et en adhérant dans les régions persanes. L'établissement progressif des écoles chiites et la promotion des figures liées à la famille du prophète renforcent une identité religieuse distincte. Ce phénomène culmine avec l'avènement des dynasties chiites, qui marquent durablement la trajectoire historique de la région, faisant de l'Iran un centre majeur de cet islam particulier. Les califats successifs construisent ainsi un cadre dans lequel les élites persanes retrouvent leur rôle prééminent. Ceci en grande partie grâce à leur maîtrise du savoir et de l'administration. Le système éducatif, incluant les madrasas, voit le jour, favorisant l'extension des enseignements religieux et scientifiques dans toute la société. L'environnement intellectuel devient plus structuré et donne naissance à de grandes figures qui laisseront un héritage difficilement surpassé. En histoire des sciences, les avancées durant cette période sont notables. Al-Khwarizmi, mathématicien et astronome persan, est l'une des personnalités centrales, souvent considéré comme le père de l'algèbre, terme qu'il popularise. Ses travaux ont une influence mondiale, introduisant des concepts fondamentaux qui posent les bases des mathématiques modernes. D'autres savants comme Avicenne et Al-Razi marquent aussi profondément la médecine et la philosophie en combinant des savoirs grecs avec les innovations propres à leur époque. Dans le domaine architectural, les constructions témoignent de l'alliance entre la tradition perse et l'apport islamique. Des édifices religieux prennent forme avec des dômes, des minarets et des mosaïques aux motifs géométriques raffinés. Ces réalisations n'ont pas seulement une fonction spirituelle, elles incarnent également le pouvoir et le prestige du pouvoir califal, traduisant la volonté de lier le sacré à l'art et à la science. L'impact social de cette période transcende la seule élite. La population bénéficie d'une extension de l'éducation et des services grâce à une administration plus organisée. Les marchés prospèrent, les caravanes parcourent les routes entre Orient et Occident et les villes persanes retrouvent leur éclat historique, devenant des centres dynamiques où convergent les idées et les marchandises. Le rôle des intellectuels persans dans la transmission du savoir joue un rôle crucial tout au long de la période islamique. Ils s'affirment comme des médiateurs entre les cultures de l'Antiquité et les innovations du temps présent, contribuant à une synthèse unique qui marque durablement non seulement la Perse, mais aussi le monde arabe et au-delà. Leur héritage sera le fondement sur lequel s'appuiera la pensée islamique médiévale et même européenne. Au fil des siècles, l'établissement de la langue persane comme langue administrative et littéraire à côté de l'arabe confirme cette double identité culturelle. Ce bilinguisme favorise la circulation des idées et encourage l'émergence d'une culture singulière à la croisée de plusieurs mondes. Ce phénomène est renforcé par la diffusion progressive de l'islam chiite, qui demeure un élément structurant dans la configuration religieuse iranienne. Ainsi, la période des califats abbassides et omeyyades
est une étape essentielle dans l'histoire de l'Iran. Elle incarne une époque de transition et d'essor où la Perse affirme sa place dans le monde islamique malgré les défis politiques et religieux. Cette époque consolide les bases d'une identité durable qui s'exprime à travers la langue, la foi, les sciences et les arts, préparant l'entrée dans de nouvelles phases historiques. Cette continuité offre un contraste net avec les bouleversements ultérieurs, tout en permettant de saisir l'importance des racines persanes dans le développement du monde islamique. Les contributions scientifiques et culturelles de cette période résonnent encore aujourd'hui, démontrant l'importance d'une époque souvent méconnue en Occident, mais majeure dans l'histoire globale. En offrant un regard équilibré entre passé archaïque et présent médiéval, cette période harmonise les héritages pour établir un socle stable. L'influence exercée par la Perse lors de cette période s'étendra bien au-delà de ses frontières, nourrissant les civilisations suivantes aussi bien à Bagdad qu'en Andalousie. Comme nous l'avons vu, cette trame complexe révèle la force d'un peuple capable de s'adapter et de contribuer à l'histoire universelle. À la suite de ce panorama, il importe désormais d'explorer plus en détail les dynamiques spécifiques qui marquent la montée de pouvoirs locaux en Iran et les prémices de la révolution islamique, tout en envisageant les premiers jalons de la modernisation du pays, notamment à travers sa politique nucléaire. Une transition qui nous conduira naturellement à la période moderne et aux enjeux contemporains. L'époque des dynasties locales et leur influence régionale. Au cours des siècles qui ont suivi la chute de l'Empire abbasside, différentes dynasties régionales ont émergé, incarnant la continuité et la transformation de la civilisation iranienne. Parmi ces dynasties, les Samanides, les Bouyides et les Seldjoukidés ont joué un rôle primordial dans la définition des contours politiques, culturels et religieux de l'Iran médiéval. Leur action a permis non seulement de préserver et d'amplifier une identité nationale forte, mais aussi d'intégrer des apports extérieurs, qui se mêlaient aux traditions locales dans un échange dynamique. Cette période est ainsi essentielle pour comprendre l'évolution de l'Iran avant les bouleversements modernes. Les Samanides, qui apparurent au IXe siècle, furent les premiers à asseoir une autorité iranienne indépendante après la domination arabe. Leur règne s'étendait principalement sur le Khorasan et une partie de la Transoxiane. Ce fut sous leur égide que la langue persane retrouva une place de choix, notamment dans la poésie et la littérature. C'est à cette époque que furent composés des textes fondamentaux, témoins de la renaissance culturelle iranienne. Sur le plan religieux, bien que les Samanides soient sunnites, ils montrèrent une grande tolérance envers les pratiques locales et encouragèrent la coexistence entre différentes confessions, favorisant ainsi un climat de stabilité et de dialogue. Les Bouyides, arrivés au Xe siècle, établirent leur pouvoir dans le sud-ouest de l'Iran et en Irak, étendant leur influence jusqu'à Bagdad. Cette dynastie chiite joua un rôle crucial dans la diffusion du chiisme duodécimain en territoire iranien. Leur administration fut caractérisée par un système centralisé tout en respectant les structures traditionnelles. Par ailleurs, les Bouyides encouragèrent les sciences et les arts, donnant naissance à un rayonnement intellectuel notable. Leur capacité à maintenir l'ordre dans une région fragmentée permit de consolider l'Iran comme une entité politique cohérente, malgré la pression des puissances voisines, qu'elles soient turques ou arabes. Au milieu du XIe siècle, les Seldjoukides entrèrent en scène, venant de la steppe turque. Cette dynastie marqua l'histoire par une expansion territoriale significative, qui s'étendit de l'Asie centrale jusqu'au Levant. Adoptant l'islam sunnite hanafite, ils jouèrent un rôle décisif dans la structuration politique de la région. Leur gouvernement se caractérisait par un fort soutien aux institutions religieuses et éducatives, comme les madrasas. Cet effort renforça l'arabisation du savoir, tout en laissant une place importante aux traditions iraniennes. Sur le plan culturel, sous les Seldjoukides, les échanges entre les différentes communautés ethniques et religieuses enrichirent la société iranienne,
tout en préparant le terrain aux dynasties suivantes. Ces 3 dynasties partagent un point commun: la capacité à maintenir et renforcer une identité iranienne en dépit des influences extérieures et des changements politiques. Elles ont ainsi contribué à forger une image durable d'un Iran qui se distingue par sa langue, sa culture et son organisation étatique. Ces identités complexes se sont construites dans un dialogue constant entre transmission historique et adaptation aux réalités nouvelles. Pendant cette période, la culture iranienne connut une floraison remarquable, grâce à une élite cultivée qui valorisait le passé tout en s'ouvrant aux innovations venues d'ailleurs. Le rôle des institutions religieuses fut central dans cette dynamique. Les madrasas créés sous les Seldjoukides consolidèrent une forme d'éducation qui mêlait droit, théologie et science. Ce modèle se développa dans plusieurs grandes villes iraniennes, contribuant à la formation d'une classe dirigeante instruite. Cette éducation, tout en s'enracinant dans les traditions islamiques, fut aussi le vecteur d'une culture persane profondément renouvelée. Grâce à ce système, l'Iran devint un pôle intellectuel de premier plan dans le monde musulman, attirant étudiants et savants de nombreux horizons. L'aspect militaire et politique ne peut être ignoré lorsqu'on étudie ces dynasties. Les Samanides, Bouyides et Seldjoukides construisirent des armées efficaces, combinant forces locales et mercenaires étrangers. Cette stratégie leur permit de défendre leur territoire face aux nombreuses menaces, tant internes qu'externes. Les alliances et rivalités entre ces dynasties dessinèrent une carte mouvante où l'Iran apparut souvent comme une pièce maîtresse dans les conflits régionaux. Ces luttes contribuèrent en fin de compte à renforcer le sens d'une appartenance commune, puisque les élites locales rivalisaient tout en s'inscrivant dans un héritage iranien partagé. Sur le plan économique, cette période fut marquée par un essor notable des échanges commerciaux. L'Iran se trouvait à la croisée de routes majeures, reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Les villes fondées ou développées par ces dynasties devinrent des carrefours prospères où s'échangeaient marchandises, idées et cultures. Cette circulation permit également une diffusion des techniques agricoles et artisanales, contribuant à l'amélioration du niveau de vie. La prospérité économique fut un facteur important dans la consolidation des pouvoirs régionaux, légitimant leur autorité auprès des populations. La diversité culturelle de l'Iran sous ces dynasties reflétait la richesse de son histoire. Musulmans chiites, sunnites, ainsi que des communautés juives, chrétiennes et zoroastriennes coexistaient, participant à une mosaïque sociale complexe. Cette pluralité ne fut pas sans tension, mais elle fut souvent gérée par des politiques de tolérance pragmatique. Les dynasties encouragèrent la production artistique et littéraire dans cette diversité. La calligraphie, la poésie et la musique se développèrent tout en intégrant des éléments venus de différentes traditions, témoignant de la vitalité culturelle iranienne. À l'aube de la période suivante, celle des grands empires turco-mongols, l'héritage des dynasties locales demeurait fort. Les institutions qu'elles avaient fondées, les œuvres littéraires qu'elles avaient produites et la culture politique qu'elles avaient développée servirent de fondement au pouvoir futur. En effet, la résilience de l'identité iranienne face aux invasions et aux mutations constitue un élément clé pour comprendre l'histoire longue et complexe de cette région. Cette continuité souligne l'importance des dynasties régionales, qui modelèrent durablement le destin iranien. Ce récit invite à poursuivre l'exploration des transformations majeures qui suivirent, au moment où les dynasties seldjoukides laissaient la place aux envahisseurs mongols. L'empire safavide et la consolidation du chiisme. L'ascension des Safavides marque un tournant crucial dans l'histoire de l'Iran, définissant un cadre politique et religieux qui influence encore la région aujourd'hui. Originaire d'une confrérie soufie, la maison des Safavides réussit à s'imposer comme une dynastie puissante au début du XVIe siècle. Leur accession au pouvoir, en 1739,
coïncide avec de profondes transformations, notamment l'instauration du chiisme duodécimain comme doctrine d'État. Ce choix religieux tranche avec le sunnisme majoritaire dans le monde islamique à cette époque, conférant à l'Iran une identité distincte et durable. Au-delà de cette conversion officielle, l'instauration du chiisme engendre un remodelage complet du paysage sociopolitique. La centralisation du pouvoir sous le Shah est renforcée par la collaboration étroite avec le clergé chiite, essentielle à la légitimation de l'autorité royale. La création de madrasas et la promotion d'une théologie chiite novatrice permet d'instaurer une cohésion idéologique nouvelle. Cette politique contribue à consolider non seulement le trône des Safavides, mais également une culture nationale profondément teintée par cette orientation religieuse. Les Safavides ne se limitent pas à une politique confessionnelle. Leur règne est marqué aussi par une consolidation administrative et une politique économique visant à renforcer leur empire. Les routes commerciales traversant l'Iran, jadis fragiles, se lui rendront prospères. La taxation réorganisée et la standardisation monétaire favorisent le développement urbain et artisanal. Isfahan, la capitale, devient le centre politique, culturel et artistique de l'empire. Ces monuments, dont la célèbre place Naqsh-e-Jahan, témoignent de cette époque florissante où architecture et pouvoir s'entrelacent. Ce renouveau s'accompagne également d'une politique étrangère ambitieuse, confrontée notamment à l'Empire ottoman et à la République de Venise. Les conflits armés avec ces puissances jusqu'au milieu du XVIIe siècle reflètent l'enjeu que représentait l'affirmation d'un Iran chiite distinct. Bien que les guerres soient souvent coûteuses, elles affirment néanmoins la voix du royaume dans la diplomatie régionale. Les frontières fluctuantes de l'empire se stabilisent progressivement, facilitant une période de paix relative propice à la croissance intérieure. Sur le plan social, les transformations sous les Safavides redéfinissent les rapports entre différentes communautés. La politique religieuse conduit à la marginalisation des sunnites et des minorités non chiites, tandis que le chiisme devient un vecteur d'intégration pour une majorité grandissante. En parallèle, la noblesse locale est réorganisée autour de nouvelles obligations militaires et administratives. Le clergé, en pleine expansion, s'impose comme un acteur influent au-delà de la seule sphère religieuse, touchant aux affaires juridiques et éducatives. Cette complexité sociopolitique est également reflétée dans les pratiques culturelles et artistiques. La littérature persane connaît un renouveau, avec la promotion du persan classique comme langue officielle de l'administration et des arts. La poésie, la calligraphie et la miniature sont encouragées au plus haut niveau, servant à célébrer la grandeur du pouvoir et la foi chiite. Par ailleurs, les fêtes religieuses chiites, notamment l'Achoura, prennent une importance rituelle exceptionnelle, renforçant l'unité communautaire et la mémoire collective. La transition vers un État chiite duodécimain ne reste pas sans contestation ni défi. Le pouvoir doit gérer les résistances internes et les tensions interconfessionnelles, ainsi que la complexité des rapports avec les tribus périphériques. Ces dernières, souvent sunnites, conservent une certaine autonomie et se montrent parfois difficiles à intégrer. Néanmoins, grâce à un équilibre habile entre force militaire et négociation, les Safavides parviennent à tisser un réseau de loyauté qui soutient leur autorité sur un territoire vaste et diversifié. Le tournant religieux adopté par cette dynastie contribue aussi à forger une vision particulière de la souveraineté. Le Shah prend le titre de vicaire de Dieu sur terre, intégrant une dimension sacrée à sa fonction politique. Cette sacralisation du pouvoir favorise une centralisation renforcée, où le contrôle idéologique est aussi essentiel que la capacité militaire ou administrative. Cette vision durable de la royauté influence les régimes postérieurs et la conception même de la nation iranienne moderne. Au-delà des considérations intérieures, l'impact international des Safavides est manifeste.
Leur implantation du chiisme en Iran redessine les équilibres au Moyen-Orient, en particulier dans les relations avec le califat ottoman sunnite et les entités chrétiennes en Europe. Cette opposition confessionnelle agit parfois comme un moteur des alliances géopolitiques, mobilisant des forces variées autour de conflits longs et complexes. La présence iranienne se fait sentir dans toute la région, symbolisant à la fois une continuité historique et une originalité religieuse. À mesure que le XVIIe siècle progresse, cependant, la puissance safavide rencontre des limites. Les luttes de succession, la pression de l'extérieur et des crises économiques fragilisent progressivement l'empire. Malgré tout, les fondements religieux et idéologiques posés durant cette période perdurent. La diffusion du chiisme comme religion d'État exerce une influence pérenne sur l'identité nationale et la politique iranienne, préparant le terrain pour les développements ultérieurs. Cette époque est aussi celle des grands écrivains et savants chiites qui traduisent, commentent et adaptent les textes sacrés, consolidant un savoir religieux rigoureux. La formation des oulémas, ces autorités religieuses, se professionnalise, donnant à l'Iran un clergé structuré et reconnu. Ces figures possèdent une autorité morale importante et deviennent des acteurs clés dans les équilibres politiques locaux et dans le maintien des normes sociales. Le rôle des villes se développe tout autant que celui des campagnes. Si la majorité de la population reste rurale, les centres urbains jouent un rôle croissant. Isfahan, Shiraz ou Tabriz deviennent des foyers intellectuels et artistiques où s'élaborent les innovations culturelles du temps. La richesse des bazars et l'activité commerciale soutiennent un dynamisme économique notable, soulignant la complexité d'une société en pleine transformation. Dans cette dynamique, la place des femmes, bien que souvent moins documentée, évolue dans certaines limites. Des figures féminines influentes émergent dans les cercles royaux et religieux, participant indirectement aux décisions. Leur posture reflète la complexité des rapports sociaux, où tradition et modernisation coexistent parfois en tensions mesurées. Sur le plan militaire, les Safavides développent une armée structurée, intégrant des corps spécialisés tels que les Kizilbash, guerriers fervents et soutiens de la dynastie. Ce corps d'élite est au cœur de l'appareil militaire et joue un rôle essentiel dans le maintien de la dynastie face aux menaces internes et externes. La discipline et la technique évoluent, contribuant à la puissance relative de l'Empire durant son apogée. La production artistique se matérialise dans des réalisations architecturales emblématiques. La mosquée du Shah à Isfahan reflète la perfection technique et esthétique atteinte au cours de ce siècle, associant harmonieusement espace rituel et symbolique chiite. Ces monuments sont plus que des lieux de culte. Ils incarnent une idéologie politique et religieuse destinée à impressionner et à unir la population autour du pouvoir central. Au-delà des murs, c'est également le réseau des caravanes et le contrôle des passages stratégiques qui animent la politique safavide. Le commerce avec l'Europe, via la route de la soie et les mers Caspiennes et d'Oman, ouvre des perspectives d'échanges diplomatiques et économiques tout en posant des défis liés à la sécurité et à la gestion des influences étrangères. Cette interaction avec le monde extérieur favorise l'échange de savoir et de technologie, notamment dans le domaine des sciences, de la médecine et des arts décoratifs. Les influences ottomanes, mogholes et européennes croisent les traditions persanes dans un mélange singulier. Ce métissage contribue à la richesse culturelle qui fait de cette période l'une des plus brillantes de l'histoire iranienne. La stabilité instaurée grâce aux Safavides jette les bases d'un État moderne, même si les tensions politiques et religieuses demeurent sous-jacentes. Les débats idéologiques sur la nature du pouvoir, la place des religions minoritaires et les droits des différentes classes sociales continuent d'animer la société, parfois dans des cercles fermés, parfois à l'échelle plus large. Ainsi, le système politique et religieux mis en place par les Safavides introduit un modèle durable,
reprenant en partie des éléments anciens, mais aussi innovant dans son approche de la gouvernance. Il influence directement la formation des États qui suivront sur ce territoire et participe à définir l'identité iranienne dans la durée. Cette histoire prépare le terrain pour les évolutions majeures qui surviendront dans les siècles suivants. Leur héritage est visible dans la persistance du chiisme duodécimain, comme expliqué officiel, et dans les institutions qui continuent à structurer la vie politique et sociale. Le lien entre clergé et pouvoir reste une caractéristique majeure, parfois source de tension, parfois d'équilibre stable. Cet aspect idéologique unit une grande partie de la population autour d'un sentiment commun qui perdure. Parallèlement, la situation internationale évolue rapidement au XVIIIe siècle, avec la montée d'autres puissances et le recul progressif de l'influence safavide. Ces changements prépareront une nouvelle ère pour l'Iran, marquée par des défis politiques, sociaux et religieux toujours liés à l'héritage safavide. L'intégration de la modernité dans cette tradition devient un enjeu central. Enfin, la continuité des structures safavides dans les institutions et les mentalités témoigne de la profondeur de leur impact. Alors que la société iranienne se dirige progressivement vers des transformations majeures, l'héritage religieux et politique de cette période reste un point d'ancrage essentiel. Il conditionne les réactions face au changement tout autant qu'il nourrit un dialogue permanent entre passé et présent. Ce panorama montre que la montée des Safavides et l'institution du schisme d'État ne sont pas seulement des événements isolés, mais les fondements d'une histoire complexe et riche qui façonne encore aujourd'hui la culture, la politique et l'identité iraniennes. Cette période constitue la matrice où se croisent tradition, foi et pouvoir, et situe l'Iran sur la scène mondiale avec une originalité durable. La transition naturelle de cette chronologie mènera alors à l'étude des dynasties suivantes et à l'exploration des nouveaux défis auxquels l'Iran devra faire face, notamment dans le contexte des tensions internes et des influences extérieures plus directes. Cela prépare le cadre temporel pour la compréhension des transformations profondes qui s'annoncent dans les siècles à venir. Du déclin safavide aux dynasties Qajarès. La fin de la dynastie safavide marque une période complexe dans l'histoire iranienne, caractérisée par des conflits internes et des pressions extérieures qui auront un impact durable sur le pays. Au XVIIe siècle, après un âge d'or sous les Safavides, le pouvoir central commence à décliner progressivement. La succession difficile des souverains affaiblit l'autorité, ouvrant la voie à des luttes intestines entre les membres de la famille royale et la noblesse influente. Ce déclin politique s'accompagne d'un contexte international tourmenté où les ambitions des puissances voisines façonnent une atmosphère d'instabilité permanente. En effet, l'Iran se retrouve pris dans une série d'affrontements avec les empires ottomans et russes, deux voisins puissants souhaitant étendre leur influence dans la région. Les Safavides, confrontés à des ressources militaires limitées et un soutien populaire incertain, peinent à maintenir leurs frontières et leur intégrité territoriale. Ces conflits successifs affaiblissent profondément l'État, rendant sa structure moins cohérente et laissant place à des zones de pouvoir régionales qui fonctionnent en quasi-autonomie. Par ailleurs, l'économie iranienne souffre de ces troubles, notamment en raison de la baisse du commerce et des taxes qui constituaient autrefois une base importante des revenus royaux. La société iranienne traverse également de profonds changements. La population, largement rurale, est de plus en plus confrontée à des difficultés sociales et économiques. Les élites locales, souvent appelées khans, profitent du désordre pour asseoir leur contrôle sur diverses régions, tandis que les tensions entre différentes communautés ethniques et religieuses se manifestent avec plus d'acuité. Ces tensions compliquent davantage la gouvernance, car le pouvoir central reste fragile et dépendant du soutien de groupes qui ont leurs propres intérêts et ambitions. Ainsi, la cohésion nationale est gravement mise à l'épreuve. Au début du XVIIIe siècle,
plusieurs révoltes éclatent, toutes témoignant de ce climat d'agitation. La plus marquante est celle menée par les Afghans qui envahissent la capitale, Ispahan, et mettent fin à la domination safavide. Cet événement constitue un tournant majeur, plongeant l'Iran dans une période de chaos politique où diverses factions s'affrontent pour le contrôle du pays. Ce vide de pouvoir entraîne la montée d'hommes politiques et militaires capables de prendre en main la situation, parmi lesquels figure la famille Qajar. Originaire du nord du pays, cette dynastie émergente profite habilement des dividendes de ces troubles pour s'imposer progressivement. Les Qajars instaurent un nouveau régime à la fin du XVIIIe siècle, cherchant à restaurer l'unité territoriale et à renforcer l'autorité centrale. Leur règne sera marqué par plusieurs défis cruciaux, dont la nécessité de moderniser l'administration et l'armée face aux menaces constantes des puissances étrangères. Cependant, ils doivent également composer avec des ambitions internes divergentes, car les rivalités entre les différentes branches de la famille Qajar et les chefs locaux persistent. Cette période reste donc marquée par une stabilité fragile, oscillant entre renforcement autoritaire et concessions forcées à des acteurs régionaux. Les relations avec les empires voisins, surtout la Russie et le Royaume-Uni, continuent de façonner la destinée iranienne. Les traités inégaux conclus avec ces puissances limitent la souveraineté nationale, notamment par la cession de territoires stratégiques et l'ouverture de concessions économiques. Ces développements nourrissent un sentiment croissant d'humiliation nationale et alimentent un mouvement intellectuel et politique visant à défendre l'indépendance du pays. Le XIXe siècle voit également l'émergence de premières initiatives pour moderniser l'État, notamment dans le domaine éducatif et industriel, bien que ces tentatives rencontrent souvent des résistances conservatrices. Dans ce contexte, l'Iran amorce une transformation lente, marquée par une prise de conscience progressive des enjeux contemporains. Les Qajars, malgré leurs limites, tentent de négocier un équilibre entre tradition et modernité. Ils encouragent certaines réformes et favorisent les échanges culturels avec l'Occident, tout en maintenant des pratiques administratives héritées des dynasties précédentes. Ce compromis, bien que fragile, pose les bases d'une évolution qui ne pourra s'arrêter face aux bouleversements du XXe siècle. Par ailleurs, les populations urbaines, notamment à Téhéran, commencent à se mobiliser autour d'idées nouvelles, posant les jalons d'une société en quête de changements profonds. Il est essentiel de noter que cette époque voit aussi le renforcement de l'identité nationale iranienne, construite sur un héritage historique et culturel riche. La langue persane, la littérature, ainsi que les traditions religieuses façonnent un sentiment d'unité malgré les divisions politiques. Ces éléments jouent un rôle central dans la résistance face aux influences étrangères et dans la légitimité des régimes, qu'ils soient traditionnels ou novateurs. Le lien entre passé et présent est constamment exploité pour justifier les orientations politiques, qu'il s'agisse de maintenir l'ordre ancien ou d'impulser des réformes. Le passage des Safavides aux Qajars illustre donc une phase de transition difficile mais fondamentale. Il s'agit d'un moment où les structures anciennes cèdent peu à peu sous la pression des réalités géopolitiques et sociales nouvelles. Le pays, tout en étant affaibli, cherche sa voie vers la redéfinition de son rôle dans un monde en pleine transformation. Cette période établit les conditions pour les événements ultérieurs qui façonneront l'Iran moderne, incluant les débats sur la souveraineté, le nationalisme et la modernisation étatique. La complexité de cette phase de l'histoire iranienne réside aussi dans l'interaction constante entre forces internes et influences externes. Il ne s'agit pas simplement d'un déclin ou d'une conquête, mais d'un processus dynamique mêlant négociation, résistance et adaptation. Ces mécanismes expliquent en partie la survie d'une identité politique malgré les crises récurrentes. Ils préparent également l'émergence de mouvements politiques plus structurés au tournant du XXe siècle, ainsi que les ambitions liées aux ressources naturelles,
et aux innovations technologiques qui commenceront à attirer l'attention internationale. L'histoire de cette époque invite à comprendre les enjeux non seulement en termes de pouvoir politique, mais aussi à travers les transformations culturelles et sociales qui accompagnent chaque changement de régime. La population, dans sa diversité, est à la fois spectatrice et actrice de ces évolutions. Son rapport au pouvoir, sa résistance aux pressions et son aspiration à un avenir plus stable sont autant d'éléments qui composent le portrait d'un pays en mouvement, tiraillé entre tradition et modernité, entre autonomie et influence étrangère. En résumé, la transition du déclin safavide à l'apparition des Qajars constitue une étape cruciale dans l'histoire iranienne. Elle éclaire les défis liés à la maîtrise territoriale, à l'autorité politique et à l'identité nationale dans un contexte de pression multiple. Comprendre ces dynamiques permet d'appréhender avec plus de nuances les événements qui suivront, notamment la constitutionnalisation, les révoltes populaires et les ajustements politiques qui préparent les nouvelles formes de gouvernance. Ce panorama historique met en lumière un équilibre délicat entre continuité et rupture, fondamental à l'évolution de la nation iranienne. Ce passage complexe présente donc une toile de fond indispensable avant d'aborder les transformations des 19e et 20e siècles, période durant laquelle les idées de réforme, de résistance et de modernisation s'intensifient. Cette étape prépare le terrain à des débats cruciaux sur la souveraineté, la place de l'Iran sur la scène internationale et les choix politiques qui lui permettront d'affronter les défis futurs, y compris ceux liés aux ambitions nucléaires et à la révolution islamique à venir. La compréhension de ces fondements historiques offre ainsi une perspective enrichie pour le récit qui suivra. Les réformes et la modernisation impériale au XIXe siècle. Au cours du XIXe siècle, l'Iran, sous la dynastie Qajar, a entrepris une série de réformes destinées à moderniser le pays, tout en affrontant des défis internes et externes d'une grande complexité. L'Empire perse, fort de son riche passé millénaire, cherchait à s'adapter aux changements rapides de son époque, notamment en introduisant de nouvelles technologies et en réorganisant ses structures administratives. Ces transformations s'inscrivaient dans un contexte marqué par des pressions internationales soutenues, notamment des rivalités entre les puissances européennes qui affectaient profondément la souveraineté iranienne. La période Qajar fut caractérisée par un équilibre délicat entre tradition et modernité. Face à la stagnation économique et aux menaces croissantes sur ses frontières, le gouvernement initia des réformes visant à centraliser l'administration et à améliorer la collecte des impôts. Ce processus, bien que limité par les résistances locales et les intérêts claniques, permit néanmoins d'établir une certaine rationalisation des institutions. La modernisation militaire fut également une priorité, avec l'acquisition d'armes plus modernes et la formation d'une armée mieux organisée, inspirée des modèles européens. Parallèlement, l'importation de nouvelles technologies fut cruciale pour stimuler l'économie et renforcer l'infrastructure. L'arrivée du chemin de fer, même si elle resta partielle, symbolisa une tentative d'intégration du pays dans le réseau international des transports. L'utilisation de la télégraphie permit d'améliorer la communication entre les différentes provinces, facilitant la gestion étatique. Ces innovations contribuèrent à ouvrir l'Iran sur le monde extérieur, bien que leur diffusion reste inégale en raison des conditions géographiques et sociales. Sur le plan diplomatique, la situation de l'Iran resta délicate. Les puissances mondiales, notamment la Russie et la Grande-Bretagne, manifestaient un intérêt stratégique marqué pour la région, se disputant son influence. Cette rivalité, souvent appelée la Grande Jeu, menaçait de compromettre les efforts du souverain Qajar de maintenir l'indépendance et de conduire ses réformes dans un climat de liberté relative. Les traités inégaux imposés au pays eurent pour effet de limiter sa marge de manœuvre, mais ils poussèrent aussi les dirigeants à renforcer leur volonté de modernisation pour conserver une place sur la scène internationale. La sphère culturelle
ne fut pas en reste dans ces transformations. Le 19e siècle vit un renouvellement intellectuel avec l'introduction des idées européennes par le biais d'étudiants et de diplomates. Ces échanges favorisèrent la diffusion de nouveaux concepts politiques et sociaux, notamment le nationalisme et les notions de droit et de justice moderne. Les cercles littéraires et scientifiques se développèrent, donnant naissance à une élite consciente des défis contemporains et désireuse de concilier héritage persan et progrès. Les réformes administratives comportèrent également des tentatives de rationalisation du droit et de la justice. Des codes furent progressivement élaborés, cherchant à limiter les pouvoirs arbitraires tout en s'appuyant sur une tradition juridique millénaire. Cependant, ces avancées restèrent souvent théoriques, confrontées à la résistance d'une société profondément ancrée dans des structures féodales et claniques. Les tensions entre modernistes et conservateurs créèrent un climat politique instable, où chaque progrès restait fragile. Les finances publiques, longtemps fragiles, subirent des révisions nécessaires. La gestion budgétaire devint un enjeu majeur, avec la création de nouvelles institutions chargées de réguler les dépenses et d'améliorer la transparence. La dépendance croissante envers les capitaux étrangers, nécessaire au financement des projets de développement, exposa néanmoins l'Iran à une forme nouvelle de domination économique qui compliqua la souveraineté nationale. Ce paradoxe entre ouverture et vulnérabilité marqua profondément cette époque. La modernisation militaire fut complexe en raison des résistances internes et des limitations techniques. Si certains royaumes voisins avaient avancé vers des armées modernes avec une logistique sophistiquée, l'Iran restait en partie attaché à des pratiques anciennes. Néanmoins, des écoles militaires furent créées et des officiers envoyés en Europe acquérirent de nouvelles compétences. Ce transfert de savoir contribua à l'évolution progressive du corps militaire iranien et efforça de consolider la défense du territoire face aux menaces externes. Le contexte géopolitique imposa des choix difficiles. L'Iran, à la croisée des intérêts impériaux, dut négocier sa position avec une habileté parfois précaire. Les concessions territoriales et économiques, bien que douloureuses, furent des stratégies adoptées pour maintenir une paix relative. Les relations diplomatiques se multiplièrent, notamment avec la France et l'Allemagne, en plus des relations plus anciennes avec la Grande-Bretagne et la Russie. Ces alliances et rivalités dessinèrent les contours d'une modernité aux allures complexes. Les mouvements sociaux commencèrent aussi à se manifester durant cette période. La centralisation amorcée provoqua des résistances dans les zones rurales et tribales, où les traditions ancestrales restaient fortes. Ces tensions étaient symptomatiques d'un pays en transition, où le projet de modernisation affrontait la réalité d'une diversité culturelle et sociale éclatée. Les interrogations sur le rôle du pouvoir, la justice et l'identité nationale s'enracinèrent pour plusieurs décennies à venir. Enfin, la réforme éducative apparut comme un levier essentiel pour préparer le pays aux défis futurs. La multiplication des écoles modernes, combinant enseignement traditionnel et innovation occidentale, permit un début de formation d'une bureaucratie éclairée. Cette éducation fut pourtant encore réservée à une élite restreinte, mais elle ouvrit la voie à des transformations venant de la société civile, annonçant les évolutions du siècle suivant. Ainsi, l'époque Qajar se distingue par un effort soutenu de redéfinition de l'État et de la société iranienne. Entre héritage ancien et exigences nouvelles, elle dessine les prémices d'une modernité complexe et souvent conflictuelle. Les réformes, bien qu'imparfaites, témoignent de la volonté d'un pays en quête de stabilité et d'identité dans un monde en mutation rapide. Cette période prépare les fondations des transformations majeures qui s'annonceront dans les temps à venir, en particulier la révolution constitutionnelle et les débats sur la souveraineté nationale. Le rôle des élites Qadjar dans ces processus fut central. Certains souverains, parfois hésitants mais soucieux du progrès,
impulsèrent des idées novatrices. Les conseillers et fonctionnaires, formés aux pratiques occidentales, contribuèrent à la mise en œuvre de directives ambitieuses. Cette interaction entre tradition patriarcale et rationalité moderne illustre la complexité d'une transition toujours partielle, mais essentielle pour comprendre l'évolution de l'Iran. Dans ce contexte, les relations internationales, souvent conflictuelles, offrirent une pression extérieure constante. La volonté des empires voisins de contrôler ou d'influencer la région obligea les Qajars à naviguer entre concessions et résistance. Ces dynamiques participèrent à renforcer l'idée d'une modernisation nationale nécessaire à la survie de l'État. Les investissements dans les infrastructures, les forces armées et l'administration s'inscrivent ainsi dans un projet global d'émancipation face aux puissances impérialistes. À mesure que la centurie avançait, les échanges culturels augmentaient. La traduction d'ouvrages scientifiques et politiques trouva un écho dans les cercles cultivés. Les débats sur la modernité et la tradition devinrent plus fréquents, posant les bases d'un mouvement intellectuel qui marquera la société iranienne. Le lien entre ces évolutions et l'identité nationale persiste comme un thème majeur dans les réflexions de l'époque. Les efforts de modernisation permirent aussi une certaine amélioration des conditions économiques. Le développement des routes, des voies ferrées et des canaux contribua à dynamiser certaines régions. L'exportation de produits artisanaux et agricoles trouva de nouveaux marchés grâce aux réformes. Cependant, ces progrès étaient inégaux et certains secteurs restaient largement dépendants des structures anciennes, limitant le potentiel de croissance globale. Dans cet ensemble, le rôle des femmes, bien qu'encore limité par les normes sociales, commença à évoluer timidement. L'accès à certaines formes d'éducation et la participation à de petites entreprises témoignèrent d'une mutation lente mais significative, annonçant les changements futurs dans la société iranienne. Ce phénomène s'inscrit dans une dynamique plus large d'adaptation aux nouveaux courants venus de l'extérieur. La complexité de la période réside aussi dans la coexistence de plusieurs modèles politiques et sociaux en tension. L'autoritarisme centralisateur cohabita avec des aspirations à un gouvernement plus représentatif. Le développement des institutions légales répondait à la fois à la nécessité d'ordre et aux demandes d'une plus grande justice sociale. Ces dimensions ouvrirent la voie à des débats politiques qui allaient s'accentuer au XXe siècle. En somme, le XIXe siècle sous les Qajars fut une époque de transition majeure entre ancien empire persan et État moderne. Les défis furent nombreux, mais ils furent abordés avec une volonté manifeste d'adaptation et de progrès. Les réformes, bien que souvent limitées dans leur portée, structurèrent les bases d'un nouvel ordre national capable de faire face aux exigences de la modernité et de la pression internationale croissante. Cette expérience historique est essentielle pour comprendre la trajectoire de l'Iran, marquée par une recherche constante d'équilibre entre tradition et innovation, souveraineté et ouverture, continuité et changement. La transition qajar conduit vers une période où ces tensions se cristalliseront plus nettement, jetant les bases des transformations qui définiront ensuite l'Iran contemporain, telles que la révolution constitutionnelle et les débats autour de la souveraineté nationale et du développement technologique. C'est dans cette lumière que s'ouvre le chemin vers les événements du siècle suivant, où la quête d'identité et de modernité prendra des formes plus radicales. La révolution constitutionnelle et ses répercussions. Au début du XXe siècle, l'Iran, alors appelé Perse, se trouvait à la croisée des chemins entre tradition séculaire et aspiration vers la modernisation. Le pays, gouverné par les Qajars, faisait face à une société en mutation où la population réclamait une participation accrue au pouvoir politique. Cette période charnière fut marquée par la volonté d'instaurer une constitution qui limiterait l'autorité du roi et instaurerait des principes démocratiques tout en maintenant les fondements religieux et culturels propres à la nation.
Le contexte sociopolitique était empreint d'une grande complexité, où se mêlaient espoir, résistance et influences étrangères. La révolution constitutionnelle, survenue entre 1890 et 1913, fut une étape décisive dans l'histoire iranienne. Elle résulta d'un consensus naissant entre différentes couches sociales, notamment la bourgeoisie émergente, les religieux réformistes, les intellectuels et certains membres de la noblesse. Ensemble, ils contestèrent l'autorité absolue du monarque et exigèrent une charte fondamentale définissant les droits et devoirs des citoyens ainsi que les limites imposées à la monarchie. L'introduction de la Constitution fut vue comme un moyen de moderniser le pays tout en préservant ses repères historiques. L'adoption de la Constitution créa de grands espoirs, mais également des tensions profondes. La mise en place d'un Parlement représentait une avancée notable, mais soulevait également des oppositions. Certains membres du clergé voyaient dans ces innovations un affaiblissement des valeurs islamiques, tandis que des éléments conservateurs considérèrent cette réforme comme une menace directe à leur pouvoir et à leur mode de vie. Cette dynamique conflictuelle entraîna des épisodes de répression sévères, mais aussi des mouvements de résistance populaire, donnant ainsi naissance à un climat politique troublé qui allait influencer les décennies suivantes. Sur le plan social, la révolution constitutionnelle mit en lumière les disparités existantes entre les différentes classes. Le pays demeurait majoritairement rural, avec une économie basée sur l'agriculture et le commerce local, mais une urbanisation progressive apportait son lot de nouvelles idées et d'exigences sociales. Les intellectuels commencèrent à promouvoir l'éducation et la presse libre, outils essentiels pour la diffusion des idées réformistes et démocratiques. Cependant, cette ouverture sociale se heurtait à la persistance des structures féodales et au pouvoir centralisé de la monarchie, freinant ainsi l'ampleur des changements possibles. Par ailleurs, l'influence croissante des puissances étrangères se manifesta en parallèle à ce processus interne. Le Royaume-Uni et l'Empire russe avaient des intérêts stratégiques en Perse, notamment en matière de ressources naturelles et de position géopolitique. Les interventions diplomatiques et économiques étrangères compliquaient les efforts d'autonomie politique des Iraniens et accentuaient les tensions internes. Ce contexte international servit parfois de prétexte au régime monarchique pour justifier la répression des mouvements constitutionnalistes, alimentant une atmosphère d'incertitude et de défis permanents. Le rôle des figures clés de cette époque fut déterminant dans la dynamique de la révolution constitutionnelle. Des personnalités comme Mohammad Mossadegh, bien que actifs plus tard, incarnèrent l'esprit de souveraineté nationale qui commença à s'affirmer à cette période. D'autres leaders religieux et intellectuels, souvent issus des médersas, jouèrent un rôle ambigu entre réforme et conservatisme, illustrant les tensions inhérentes à un changement politique moderne dans un cadre traditionnel. Cette dialectique entre la préservation des identités anciennes et la nécessité du progrès marqua profondément le débat politique iranien. L'instauration du Parlement, appelé Majlis, ouvrit une ère d'instabilité politique due à la pluralité des forces en présence et à l'absence d'une culture politique consolidée. Les divisions au sein de la société iranienne, entre modernistes et traditionalistes, entre les villes et les campagnes, se traduisirent par une succession de crises gouvernementales et de conflits armés localisés. Les limites institutionnelles de cette première expérience démocratique se révélèrent rapidement, montrant les défis majeurs qu'impliquait le passage d'un régime autocratique à un système représentatif dans un environnement complexe. Sur le plan juridique, la Constitution chercha à définir les droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, la liberté de religion, ainsi que la protection contre les arrestations arbitraires. Ces principes visaient à instaurer un état de droit, nouvelle perspective pour une société encore largement régie par des normes coutumières et des pouvoirs traditionnels. Il s'agissait également d'une reconnaissance formelle de la nécessité d'un équilibre entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires,
bien que dans la pratique, la réalisation de cet équilibre resta problématique. L'enseignement et la modernisation culturelle occupèrent une place importante dans ce mouvement. Plusieurs écoles modernes furent créées, cherchant à offrir un savoir plus scientifique et ouvert que l'éducation religieuse traditionnelle. Cette évolution permit l'émergence d'une classe d'intellectuels capables de discuter les questions politiques et sociales dans un cadre plus large. Par ailleurs, l'impression de journaux et la publication de revues politiques contribuèrent à diffuser les idées constitutionnalistes, construisant ainsi un espace public critique au sein duquel se forgèrent progressivement des opinions diverses. Néanmoins, la révolution constitutionnelle fut confrontée à des résistances non seulement internes, mais aussi externes. La Russie et la Grande-Bretagne, préoccupées par leurs intérêts impérialistes, soutenaient les forces monarchiques afin de préserver leur influence en Perse. Cette intervention étrangère compliqua inévitablement le processus démocratique, rendant difficile toute souveraineté réelle dans les affaires internes. Les factions pro-monarchie bénéficièrent ainsi de ce soutien, mettant en péril les acquis constitutionnels et provoquant des retours en arrière politiques. Le bilan de cette période fut donc ambivalent. D'une part, la révolution constitutionnelle imposa une idée nouvelle de la politique, celle du gouvernement limité par la loi et la participation populaire, jetant les bases d'un patriotisme laïque et réformiste. D'autre part, elle montra les fragilités d'un système en construction dans un contexte marqué par des clivages sociaux profonds, des oppositions idéologiques importantes et une ingérence étrangère persistante. Cette complexité préfigura les luttes politiques qui allaient continuer à marquer l'Iran au cours du XXe siècle, jusqu'à ses transformations majeures ultérieures. La suite de l'histoire iranienne ne tarda pas à être influencée par les événements internationaux, notamment la Première Guerre mondiale et les bouleversements géopolitiques qui s'ensuivirent. Le pays se trouva une fois encore au centre des rivalités entre superpuissances régionales et mondiales, ce qui retarda la consolidation des institutions démocratiques. Parallèlement, les mouvements nationalistes prirent de l'ampleur, inspirés par l'idéal de souveraineté populaire né avec la Constitution. Cette dynamique annonce des épisodes futurs, tels que la montée en puissance du nationalisme pétrolier et les tensions entre modernité et tradition. Ainsi, cette période historique se présente comme une transition essentielle dans l'évolution politique et sociale de l'Iran. L'instauration d'un cadre constitutionnel, malgré ses imperfections et ses revers, donna naissance à une conscience politique nouvelle, davantage tournée vers la souveraineté populaire et la défense des droits. Les aspirations démocratiques qui accompagnèrent cette révolution permirent de poser des jalons importants pour les transformations successives, qu'elles soient politiques, culturelles ou sociales. C'est dans ce contexte que se prépare l'étape suivante de l'histoire iranienne contemporaine, où se tisseront de nouvelles relations entre tradition, modernité et pouvoir. La révolution islamique et la naissance de la République islamique. La révolution islamique de 1979 constitue un événement majeur et complexe dans l'histoire moderne de l'Iran. Cette transformation profonde trouve ses racines dans une série de facteurs politiques, sociaux et économiques apparus au cours du XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, la dynastie des Pahlavis s'efforça de moderniser le pays, notamment sous le règne de Reza Shah, puis de son fils Mohammad Reza Shah, qui monta sur le trône en 1941. Le régime impérial privilégia un État centralisé, la laïcisation, ainsi que le développement économique. Toutefois, ces initiatives créèrent aussi des fractures importantes. Le fossé entre les élites urbanisées et la population rurale s'accentua, tandis que l'influence étrangère, notamment occidentale, suscita un ressentiment croissant. L'industrialisation rapide ne réussit pas à résoudre les disparités sociales persistantes. Le pouvoir du Shah reposait largement sur une police politique rigide et sur les réseaux de sécurité interne, créant un climat de peur et de répression.
En parallèle, des critiques virulentes de la part des religieux et des intellectuels émergèrent, dénonçant la corruption, la perte des valeurs traditionnelles et la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Ces tensions explosaient régulièrement dans des mouvements de protestation que le gouvernement étouffait systématiquement. La croissance démographique et l'urbanisation rapide contribuaient également à augmenter la pression sur les structures sociales et économiques. La vitalité culturelle et une prise de conscience politique progressive alimentèrent un désir de changement. Un personnage central dans ce contexte fut l'ayatollah Ruhollah Khomeini, exilé à plusieurs reprises pour ses oppositions au régime. Ses discours et écrits s'adressaient à une large audience, dénonçant l'injustice sociale, l'oppression politique et la dissolution des valeurs religieuses. Khomeini prônait un système politique fondé sur la loi islamique, le Velayat-e-Faqih, où le leadership religieux aurait le pouvoir politique suprême. Sa popularité grandissait parallèlement au mécontentement croissant de la population, notamment dans les classes moyennes et populaires. Petit à petit, il réussit à unifier diverses forces d'opposition et à mobiliser un large mouvement contre le Shah. Le déclenchement de la révolution prit une intensité particulière en 1977 et 1978, lorsque les manifestations éclatèrent dans plusieurs villes iraniennes. Ces protestations rassemblaient aussi bien des partisans de réformes démocratiques que des islamistes, ainsi que de nombreux individus déçus par la politique économique et la répression. Le régime tenta de répondre par une série de mesures sécuritaires et de concessions limitées, mais cela ne fit qu'attiser la colère populaire. Des grèves générales paralysèrent le pays, touchant tous les secteurs, notamment l'industrie pétrolière, principale source de revenus de l'État iranien. La tension sociale atteignit un point de rupture, obligeant le Shah à quitter le pays en janvier 1979. Le départ du Shah ouvrit la voie à la prise de pouvoir par les forces révolutionnaires sous la direction de Khomeini, qui rentra d'exil en février. Dès lors, les événements s'accélérèrent. La monarchie fut officiellement abolie et remplacée par une république islamique suite à un référendum populaire en avril de la même année. Cette transformation politique ne se limita pas à un simple changement de régime. Elle engendra une restructuration radicale de la société et des institutions iraniennes. La constitution nouvelle attribua au guide suprême des pouvoirs considérables, notamment sur les questions militaires et judiciaires. Les partis politiques et les médias furent réorganisés ou supprimés en fonction des critères religieux, tandis que la loi islamique fut érigée en norme suprême dans le pays. La révolution islamique eut des répercussions profondes au niveau régional et international. Les relations entre l'Iran et les puissances occidentales, particulièrement les États-Unis, se détériorèrent rapidement. Ce changement de paradigme apporta aussi une nouvelle dynamique à la politique au Moyen-Orient, marquée par des rivalités accrues et une polarisation religieuse. En interne, le gouvernement révolutionnaire dut faire face à des défis énormes, dont la guerre avec l'Irak de 1980 à 1988. Ce conflit, d'une violence exceptionnelle, renforça davantage le poids de l'appareil militaire et justifia des restrictions accrues sur les libertés civiles. Par ailleurs, la politique nucléaire iranienne commença à se développer sous l'impulsion du nouveau régime. Initialement conçue à des fins civiles, cette politique acquit rapidement une dimension stratégique, en partie motivée par le désir de l'Iran d'affirmer son indépendance et sa souveraineté. Le programme nucléaire suscita l'inquiétude des acteurs internationaux et devint l'un des points de tension majeurs dans les relations extérieures de Téhéran. Malgré cela, les autorités iraniennes insistent sur le caractère pacifique de leurs activités, soulignant leur droit au développement technologique. Ces enjeux nucléaires restent à ce jour au cœur des débats diplomatiques mondiaux. À travers cette période, la société iranienne connut de profonds bouleversements. Le rôle des religieux dans la gestion du pouvoir fut consolidé, tandis que les débats sur la modernisation,
la démocratie et les droits fondamentaux créèrent une dichotomie persistante entre différentes visions du pays. La jeunesse, motivée par des aspirations à la liberté et à la justice, s'opposa souvent aux lignes strictes imposées par le régime. Les femmes, quant à elles, furent placées dans une situation ambiguë, entre restrictions nouvelles et revendications croissantes. Les transformations culturelles, économiques et sociales permirent néanmoins de renforcer l'identité iranienne tout en posant de nombreux défis. Ce récit montre que la révolution islamique ne peut être comprise simplement comme un renversement politique. Elle est le résultat d'un enchevêtrement complexe de forces historiques, idéologiques et sociales qui ont redéfini l'Iran contemporain. Les questions posées par cette révolution, notamment en matière de gouvernance, de droits humains et de place de la religion, continuent d'influencer le pays et la région. La compréhension provisoire de cet événement reste une clé pour appréhender les dynamiques actuelles de l'Iran, tout en ouvrant sur les enjeux futurs que le pays devra relever. Cela conduit naturellement à examiner les développements récents autour de la politique nucléaire iranienne et les relations internationales dans la région. Le programme nucléaire et la politique contemporaine. Le programme nucléaire iranien représente un élément central de la politique contemporaine de l'Iran, à la fois révélateur de ses ambitions technologiques et source de nombreuses tensions internationales. Son développement s'inscrit dans une longue histoire, marquée par la volonté nationale de progrès scientifique et industriel, mais aussi par des préoccupations sécuritaires profondes. Dès les années 60, sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, l'Iran chercha à moderniser son infrastructure énergétique, notamment en impliquant des partenaires occidentaux dans la création de centrales nucléaires civiles. Après la révolution islamique de 1979, cette dynamique connut de profonds bouleversements. Le régime nouvellement instauré hérita de projets entamés, mais l'arrivée au pouvoir des ayatollahs modifia l'orientation politique et stratégique du pays. Les ambitions nucléaires sur le plan militaire restèrent longtemps enveloppées de mystères, alimentant spéculations et suspicions au sein de la communauté internationale. L'Agence internationale de l'énergie atomique joua un rôle clé en surveillant la nature des activités nucléaires iraniennes, ce qui contribua à cristalliser des débats intenses sur les intentions réelles du régime. Le programme nucléaire revêt une importance symbolique pour l'Iran. Il est perçu comme une composante stratégique essentielle, permettant de renforcer la souveraineté nationale face à ce qui est souvent considéré comme des menaces extérieures. En effet, le pays se trouve enfermé dans un environnement régional particulièrement complexe, avec des voisins dotés de capacités militaires significatives et des alliances fluctuantes. La persistance des sanctions économiques internationales exacerbe les défis internes tout en renforçant la détermination officielle à maintenir cette capacité technologique. Sur le plan diplomatique, la question nucléaire a suscité une multitude de négociations souvent laborieuses. Les accords informels puis formels, à l'image du plan d'action global commun signé en 2015, visèrent à limiter les activités sensibles en échange d'une levée progressive des restrictions économiques. Toutefois, la méfiance mutuelle et les intérêts divergents des différents acteurs ont fréquemment paralysé les avancées. Ces négociations illustrent parfaitement la complexité de conjuguer intérêts nationaux et exigences internationales dans le contexte géopolitique actuel. Le programme nucléaire ne se limite pas à une simple question de technologie ou de sécurité, mais traduit également un enjeu de légitimité politique interne. Le gouvernement iranien utilise cette avancée scientifique comme un vecteur d'unité nationale et de résistance symbolique, malgré les coûts économiques considérables que cela implique. Dans ce cadre, les discours officiels mettent en avant l'application pacifique de la technologie nucléaire, notamment pour la production d'électricité et le secteur médical, cherchant à dissiper les accusations de militarisation. Les tensions régionales liées à ce programme incluent
des interactions directes ou indirectes avec d'autres puissances du Moyen-Orient. Les réactions parfois vives d'Israël, des pays du Golfe et des États-Unis soulignent l'importance stratégique attribuée à l'accroissement des capacités iraniennes. La question nucléaire s'insère dans un contexte plus large de rivalité historique centré sur l'équilibre des forces, la sécurité énergétique et l'influence politique. Ce contexte rend toute avancée dans le dossier extrêmement sensible, avec un risque permanent de déclenchement de crise. Les avancées technologiques accomplies dans le cadre du programme nucléaire sont également liées à la capacité iranienne à contourner certains embargos grâce à des réseaux complexes d'approvisionnement et à des développements internes maîtrisés. Cela témoigne d'une stratégie élaborée orientée vers l'autosuffisance scientifique et technique. Paradoxalement, cette résilience technique renforce la position de négociation de l'Iran tout en alimentant les interprétations souvent pessimistes des observateurs occidentaux. Le débat international a aussi un aspect juridique important. Les traités comme le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, auquel l'Iran est partie, encadrent les droits et obligations liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Cependant, les divergences d'interprétation et les contrôles difficilement accessibles ont donné lieu à de vives controverses. Le respect ou non de ces engagements sert souvent de base à la justification des sanctions ou des démarches diplomatiques, illustrant la dimension normative du conflit. À cela s'ajoute l'impact sur la société iranienne elle-même. Le programme nucléaire mobilise un nombre significatif de chercheurs, techniciens et étudiants dans des institutions spécifiques. La recherche et l'innovation dans ce domaine favorisent également d'autres secteurs civils, créant des interactions multiples avec l'économie intérieure. Néanmoins, l'isolement international et les restrictions financières affectent la modernisation nécessaire, posant un dilemme durable entre aspiration scientifique et réalité politique. Par ailleurs, l'image de l'Iran sur la scène internationale reste fortement conditionnée par ce dossier nucléaire. Il contribue à façonner la perception de l'Iran comme un acteur à la fois puissant et contesté, capable d'affirmer sa position, mais aussi confronté à l'isolement. Cette dualité impacte les relations bilatérales et multilatérales, imposant une vigilance constante aux parties prenantes. Les alliances se modifient régulièrement, reflétant les intérêts stratégiques fluctuants et l'évolution des équilibres régionaux. Enfin, les perspectives d'avenir du programme nucléaire iranien restent incertaines. La balance entre concessions politiques et autonomie technologique demeure fragile. Les évolutions diplomatiques futures dépendront autant des dynamiques internes de l'Iran que des changements dans les politiques internationales et régionales. Ce contexte complexe suppose une approche raisonnée et continue qui prenne en compte les multiples dimensions et enjeux liés à ce dossier emblématique. Cette histoire contemporaine, située à la croisée des défis technologiques, diplomatiques et sécuritaires, illustre la complexité d'un pays en quête de reconnaissance et d'indépendance. Elle sert de point d'ancrage pour comprendre les transformations récentes et les tensions actuelles au Moyen-Orient. Dans le prochain volet, l'attention se portera sur les mutations culturelles et sociales qui accompagnent ces évolutions politiques, offrant ainsi une vision complète des dynamiques à l'œuvre.